3 milliards d'euros, c'est la grosse somme que devront payer comme dommage Simone Gbagbo et ses 82 co-accusés. Ainsi en a décidé l'avocat de l'État ivoirien. Alors qu'il purgerait 13 ans de prison pour complot contre la sûreté de l'État, l'ex-chef de pouvoir au Burundi s'est évadé de prison dimanche. Réunion à Bruxelles ce mardi entre les dirigeants de 3 pays frappés par Ebola et les représentants de la communauté internationale. Ensemble, ils tenteront de venir à bout de l'épidémie. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. À Abidjan, l'avocat de l'État ivoirien, seule partie civile dans le procès pour atteinte à la sûreté de l'État, a réclamé lundi 3 milliards d'euros de dommages et intérêts à l'ex-première dame Simone Gbagbo et à ses 82 co-accusés. Reportage. Dans le droit ivoirien, l'État peut se constituer partie civile pour demander des peines civiles quand le parquet général requiert des peines pénales selon une source judiciaire. Maître Sungalo Koulibaly, l'avocat de l'État ivoirien, est mandaté par le ministère de la Justice. Sa plaidoirie est distincte des réquisitoires du ministère public prévus mardi. Il s'est contenté de relire l'arrêt d'accusation. J'en attendais beaucoup mieux de l'État de Côte d'Ivoire. Voilà, je suis vraiment déçu. La partie civile réclame comme dommages et intérêts au regard de tous les préjudices subis par l'État la somme de 2000 milliards de francs CFA que les accusés sont tenus de payer solidairement. Un montant que l'avocate de Simone Gbagbo, maître Abiba Touré, qualifie de fantaisiste, absurde et sans fondement. Elle, qui devrait plaider à son tour mercredi, estime que chacun est poursuivi pour des faits distincts et que l'on ne devrait pas notifier une solidarité des accusés. C'est la défense qui vous dit qu'il y a insuffisance de preuves. Mais si vous avez suivi dans nos plaidoiries, vous savez que tout est bien monté et que les preuves sont têtues en ce qui concerne ces accusés. L'État de Côte d'Ivoire demande la condamnation des accusés, contre lesquels nous avons relevé qu'il y avait des preuves suffisantes. 83 personnes sont jugées depuis fin décembre pour des atteintes à la sûreté de l'État commises durant la crise post-électorale de 2010 à 2011 dans un procès dont Simone Gbagbo est la tête d'affiche. Simone Gbagbo, 65 ans d'âge, surnommée la Dame de Fer ivoirienne quand son mari Laurent était au pouvoir, a été autant respectée pour son parcours dans l'opposition que redoutée dans son rôle de présidente à Poigne. L'accusation très faible durant le procès n'a pas fourni de preuves matérielles pour l'incriminer, pas plus que ses 83 accusés, estiment des représentants de la société civile et des sympathisants pro-Gbagbo. L'ex-chef du parti au pouvoir au Burundi, Hissène Radjabou, s'est évadé dimanche de prison où il purgeait 13 ans de prison pour complot contre la sûreté de l'État. Eh bien, il s'agit d'un nouveau coup dur pour le président Pierre Nkurunziza à l'approche d'élections générales. Hissène Radjabou s'est évadé de prison en compagnie de 2 proches. Selon la police, il aurait bénéficié de la complicité d'au moins 3 gardiens dont le brigadier chef de corps, responsable à ce titre de la sécurité de toute la prison. Notons que cette évasion intervient à 3 mois d'élections législatives et communales et à 4 mois d'un scrutin présidentiel à l'approche desquels les tensions ne cessent de monter dans le petit pays d'Afrique des Grands Lacs. L'évasion de Hissène Radjabou porte un nouveau coup au président burundais Pierre Nkurunziza, soupçonné de vouloir briguer un 3e mandat mais confronté à une opposition de plus en plus forte, y compris au sein du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Rappelons qu'il y a 10 jours, une manifestation monstre a accueilli la libération de prison du directeur de la très populaire radio RPA, Bob Rugurika, réputé proche de l'opposition. Elle était clairement un message envoyé au président Nkurunziza pour qu'il ne se représente pas. Une manifestation suite à laquelle le pouvoir accuse désormais l'opposition et une partie de la société civile de mener le pays vers la guerre et y a répondu en organisant le week-end dernier une contre-manifestation pour la paix. Hissène Radjabou avait pris la tête du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, quand son chef Pierre Nkurunziza avait été élu président du Burundi en 2005.
2 ans après cette élection, il avait été évincé de la tête du parti en 2007, alors qu'il commençait à faire un peu trop ouvertement concurrence à Pierre Nkurunziza. Il a été arrêté cette même année et condamné en 2008 à 13 ans de prison pour complot contre la sûreté de l'État. Il y a 2 mois, le ministère de la Justice avait refusé une libération anticipée pour Hussein Radjabou, affirmant qu'il risquait de déstabiliser le pays. Au Togo, la Commission électorale nationale et indépendante CENI a clôturé dimanche l'enregistrement des candidatures pour l'élection présidentielle prévue pour se tenir le 15 avril prochain. Au total, 5 candidats sont en lice, dont l'actuel chef de l'État, Faure Gnassingbé. Le point, c'est avec notre correspondant au Togo, Ferdinand Gadé. 4 candidats de l'opposition togolaise, à savoir Jean-Pierre Fabre du CAP 2015, qui est une alliance de 5 partis politiques, Tchabouré Goguet du parti ADI, Komandega du parti NET et Mohamed Tchassona Traoré du parti MCD vont à l'élection présidentielle du 15 avril prochain contre Faure et Sozimna Gnassingbé, candidat à sa propre succession du parti Union pour la République UNIR. C'est dimanche à 0h GMT que la Commission électorale nationale indépendante CENI a mis fin à la réception des dossiers de candidature à cet important rendez-vous électoral au Togo. Conformément à l'article 154 du Code électoral, les dossiers des 5 candidats sont examinés par la CENI, puis sont transmis par la suite au ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales lundi. Et ceci pour des vérifications administratives. Ces dossiers et les résultats des vérifications reviennent à la Commission électorale nationale indépendante qui les transmet ensuite à la Cour constitutionnelle. Il revient donc à cette dernière institution, après examen de ces dossiers, de publier 25 jours avant le scrutin la liste définitive des candidats qui pourront prendre part à l'élection présidentielle du 15 avril 2015 au Togo. Ferdinand Gadé, Lomé, Sika TV. Cap sur la Libye, où le très controversé général Khalifa Haftar a été nommé à la tête de l'armée. C'est ce qu'a annoncé lundi le président du Parlement, reconnu par la communauté internationale. Le général Haftar devrait prêter serment ce mardi devant les parlementaires à Tobrouk, dans l'est du pays. Le mardi dernier, le Parlement libyen avait décidé d'instaurer un poste de chef général de l'armée, créé sur mesure pour le général Haftar, dont les forces combattent depuis plusieurs mois les groupes islamistes dans l'est du pays. L'armée et la police régulière sont profondément divisées et affaiblies en Libye, où les autorités ne parviennent pas à contrôler des dizaines de milices formées d'ex-insurgés ayant combattu le régime déchu de Muammar Kadhafi. Général à la retraite et personnalité controversée, Khalifa Haftar avait lancé en mai 2014 une opération baptisée Dignité contre les groupes armés islamistes qui contrôlaient Benghazi dans l'est du pays. Il avait été accusé dans un premier temps par les autorités d'avoir mené un coup d'État avant de recevoir leur soutien dans la prise de Tripoli en août par Fajr Libya, une coalition de milices hétéroclites. Le général s'était autoproclamé chef de l'armée nationale libyenne, une force paramilitaire formée notamment d'anciens officiers qui avaient fait défection de l'armée de Kadhafi et d'autres brigades de l'Est libyen. Après la perte de la capitale, le Parlement issu des élections du 25 juin s'est installé à Tobrouk, une ville contrôlée par les forces de Haftar. En janvier, les députés avaient demandé à ce dernier, ainsi qu'à 129 autres officiers retraités, de reprendre du service. L'officialisation du poste de Haftar comme chef de l'armée risque de compliquer davantage la tâche de l'ONU qui cherche à instaurer un dialogue dans le pays dirigé par 2 parlements rivaux, l'un proche des miliciens du Fajr Libya et l'autre reconnu par la communauté internationale. Le camp de Fajr Libya est en effet très hostile au général Khalifa Haftar et exclut toute implication de cette personnalité controversée dans une future solution politique. Les dirigeants des 3 pays africains frappés par Ebola se réunissent ce mardi à Bruxelles avec les représentants de la communauté internationale pour tenter de venir à bout de l'épidémie d'Ebola. L'autre objectif est de garantir le versement de l'aide promise de 4,9 milliards de dollars.
Tous les acteurs de la lutte contre Ebola sont représentés. Pays à l'épicentre de l'épidémie qui s'est déclenchée début 2014, le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée seront représentés par leur chef de l'État et seront accompagnés du président du Togo, Faure Gnassingbé. C'est un devoir de nous réunir aujourd'hui avec les chefs d'État et de gouvernement des pays les plus touchés en Afrique, avec l'Organisation des Nations Unies et les ONG qui sont nos partenaires de travail durant ces mois. Il faut tout d'abord se rendre compte que ce n'est pas encore fini. Nous devons encore concentrer nos efforts pour s'assurer qu'il n'y ait aucun nouveau cas et que le virus Ebola est éradiqué pour de bon. Co-organisée par l'Union européenne, la réunion vise à faire le point sur la bataille décisive qui reste à mener pour arriver au 0 cas humain. Le retard pris pour mobiliser et former les quelques milliers de soignants requis a toutefois été comblé pour l'essentiel grâce à l'engagement de nombreux Africains et à la mise en place d'un système d'évacuation rassurant les volontaires étrangers. Nous devons être sûrs d'être prêts à la prochaine fois. La communauté internationale, la communauté scientifique doivent être prêts à faire face de manière plus efficace avec ce genre de menaces. L'enjeu est aussi de garantir le bon versement des aides promises pour un montant total de 4,9 milliards de dollars US, dont 2,4 milliards ont été déjà déboursés, selon des chiffres de la Commission. L'examen d'éventuelles rallonges financières a été renvoyé à 2 prochains rendez-vous internationaux sur Ebola, en avril à l'initiative de la Banque mondiale et en mai à l'appel du secrétaire général de l'ONU. De violents feux de brousse ont détruit 4 habitations lundi dans les zones montagneuses de la péninsule du Cap en Afrique du Sud. Des dizaines de personnes ont été évacuées alors que, d'après les services de secours, des vents violents attisaient encore les incendies. Aucune perte en vies humaines n'a été signalée. Le feu court Muizenberg et Noordwijk dans la très touristique péninsule du Cap, qui s'étend entre la ville du Cap et le Cap de Bonne-Espérance. Des hélicoptères bombardiers d'eau sont déployés pour aider les pompiers au sol au nombre de 300. Des volontaires du parc national de Table Mountain, qui couvre une partie de la péninsule, sont également engagés dans la lutte contre le feu. Nous essayons d'aider les pompiers. Nous donnons de l'eau et de la nourriture, de la crème solaire, lavons les yeux des personnes, ce genre de choses. Nous sommes heureux de pouvoir faire une pause avec les hélicoptères qui sont arrivés. Ça nous donne un peu de recul sur ce qui se passe. Il s'agit juste d'une communauté qui s'épaule dans un moment difficile. Plusieurs routes ont été fermées à la circulation, dont la célèbre Chapman's Peak Drive, qui longe la côte en suivant de pittoresques falaises. Le feu a été contenu sur les hauteurs, mais environ 3000 hectares ont brûlé. Merci de votre aimable attention, mesdames et messieurs. Nous sommes arrivés au terme de cette édition. Au revoir.